Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est fait. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont recouvré leur liberté. La Cour pénale internationale a rejeté le recours de la procureure. Les autorités nigériennes ont annoncé une tentative de coup d'État, mais une situation maîtrisée avec l'arrestation de quelques mineurs. L'opposant russe en prison Alexei Navalny a annoncé déclencher une grève pour la faim et dit être sous la menace de perdre une jambe s'il n'est pas admis à l'hôpital pour des soins adéquats. La Cour pénale internationale, CPI, a confirmé ce mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, ouvrant ainsi la voie à un retour de l'ancien président en Côte d'Ivoire après une décennie d'absence. Elle rejette donc l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel révoque par la présente toutes les conditions restantes sur la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé à la suite de ce jugement. Laurent Gbagbo, tout sourire, a applaudi et levé les pouces en l'air à l'écoute de la décision de la Chambre d'appel de la Cour, basée à La Haye, qui écarte la tenue d'un procès en appel et clôt l'affaire près de 10 ans après l'ouverture du dossier. Loin de La Haye, les partisans de l'ancien président exultent de joie. On se dit que c'est toute l'Afrique qui vient d'être libre. C'est toute l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes devenus fous. Sa journée restera gravée dans nos mémoires. Nos prisonniers seront tous libérés à partir de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes fous. Il n'est plus sur le banc d'accusés. Il a été délivré, il est libéré, il a été acquitté. Mais il n'y a plus d'autre raison de pouvoir encore le mettre en prison. Il a été libéré. Nous venons d'apprendre que toutes les conditions contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont levées. Donc en conclusion, l'appel a été rejeté. C'est pour cela que j'ai ce t-shirt. Parce que depuis fort longtemps, nous savons que le président allait être libre, que cet appel a été rejeté. Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État jugé par la CPI, et Charles Blé Goudé ont toujours clamé leur innocence dans ces crimes ayant fait 3000 morts en Côte d'Ivoire lors de violences nées du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître fin 2010 la victoire à la présidentielle de son rival Alassane Ouattara. Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, comme l'attestent les dernières élections démocratiques, libres et transparentes, saluées par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Par ailleurs, le gouvernement informe la population que la situation est totalement sous contrôle et l'invite conséquemment à vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. Considérée avant 2017 comme la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, poursuivie devant plusieurs tribunaux dans le monde pour corruption et détournement de fonds, contre-attaque. La fille de l'ancien président Eduardo dos Santos a déposé plainte devant un tribunal londonien contre le président João Lourenço, l'accusant de corruption visant notamment à usurper ses biens. Isabel dos Santos a employé les grands moyens pour apporter au tribunal les preuves supposées de ce qu'elle avance. En effet, elle a fait appel au service d'une société de renseignement privée, Black Cube.
Celle-ci, fondée par d'anciens agents du Mossad, les services secrets israéliens auraient enregistré à leur insu plusieurs hauts responsables angolais, dont Carlos Saturnino, le président de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, mais aussi les proches d'un conseiller influent du président Lourenço, Manuel Vicente. D'après Isabel dos Santos, ces enregistrements prouveraient qu'il existe au sein du pouvoir angolais un groupe dont le but serait de concevoir et coordonner une campagne de saisie d'actifs contre elle. Elle évoque notamment des pressions sur la justice et affirme aussi que les Luanda Leaks, ces fuites dans la presse qui ont révélé les présumés détournements de fonds du clan dos Santos, étaient en fait une attaque des services secrets angolais. Le rapport publié mardi par la mission de l'ONU au Mali MINUSMA constitue la plus grave mise en cause d'une opération de la force anti-djihadiste Barkhane par les Nations Unies depuis le début de l'engagement français au Sahel en 2013. Le ministère français des Armées a de nouveau réfuté toute bavure. Il maintient avec constance et réaffirme avec force que le 3 janvier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel près de Bounti au centre. Il émet de nombreuses réserves quant à la méthodologie retenue et ne peut considérer que ce rapport apporte une quelconque preuve contredisant sa version. Le rapport rédigé à partir des investigations de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, appuyé par la police scientifique de l'ONU, indique au contraire que le groupe touché était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire. Un rapport qui vient confirmer certaines déclarations faites au lendemain de la frappe de Barkhane. Dieu merci, la MINUSMA vient de publier son rapport, nous donnant raison à 100%. À 100%, pourquoi? Parce que nous avons signalé depuis le début qu'il y a eu 19 victimes, tous des civils, de peletiers. Il est grand temps que les FAMA, surtout les autorités militaires maliennes, commencent à dire la vérité, à aller vers la réalité, au lieu de sortir pour faire un communiqué maquillé des mensonges, parce que aller jusqu'à dire qu'il y avait de présence des pick-up, des motos, des armes pendant le raid, et c'est un raid très bien coordonné avec le G5 Sahel et la force Barkhane. Et aujourd'hui, il s'avère que dans le communiqué final du rapport des Nations Unies, il n'y a eu que des civils qui sont tués et il n'y avait pas de caracasses, ni de motos, ni des armes, ni de véhicules. Un rapport qui rend sa conclusion au lendemain d'une autre frappe de Barkhane, tout aussi controversée. L'opposant russe Alexei Navalny, incarcéré dans une colonie pénitentiaire, a annoncé ce mercredi une grève de la faim, dénonçant l'absence d'accès à des soins et une torture par privation de sommeil. Je déclare une grève de la faim pour demander l'application de la loi et pour que l'on laisse un médecin venir me voir, a écrit dans une lettre postée sur son compte Instagram Alexei Navalny, qui dit souffrir de douleurs au dos et aux jambes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai le droit de faire venir un docteur et de recevoir des médicaments. On ne me donne bêtement ni l'un ni l'autre, a-t-il poursuivi. Cette annonce intervient alors que ce féroce critique du Kremlin a affirmé la semaine dernière que sa santé se détériorait. Victime d'un empoisonnement à un agent neurotoxique en août dernier, il en impute la responsabilité au Kremlin qui rejette toute implication. Militant anticorruption et critique féroce du président Vladimir Poutine, il a été arrêté en janvier, sitôt rentré en Russie de l'Allemagne où il était en convalescence. En février, il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour une affaire de fraude datant de 2014 que lui-même, les ONG et de nombreuses capitales occidentales jugent politique. La semaine dernière, ses proches ont dit craindre pour sa santé en détention, l'opposant se plaignant de fortes douleurs dans le dos et la jambe droite. L'administration pénitentiaire a pour sa part estimé qu'il se trouvait dans un état satisfaisant. Mercredi, Alexei Navalny a affirmé qu'il souffrait également maintenant de la jambe gauche. Il a également réaffirmé être victime de torture par privation de sommeil, assurant être réveillé 8 fois par nuit lors de contrôles de ses geôliers. Lundi, Alexei Navalny a également affirmé sur Instagram avoir reçu plusieurs avertissements depuis son incarcération, ce qui l'expose à un possible placement en cellule disciplinaire. Tandis que la pression internationale s'intensifie sur la junte avec une nouvelle réunion,
du Conseil de sécurité de l'ONU, l'avocate d'Aung San Suu Kyi a révélé qu'elle paraît en bonne santé. L'avocate Min Min Soe a fait cette déclaration après s'être entretenue par vidéoconférence avec sa cliente d'un commissariat de la capitale, Naypyidaw. L'ex-dirigeante birmane, âgée de 75 ans, n'a toujours pas été autorisée à rencontrer ses défenseurs et l'entretien s'est déroulé en présence de gardes et de policiers. Aung San Suu Kyi s'est interrogée sur la légalité de cette surveillance, selon l'équipe chargée de sa défense. La lauréate du prix Nobel de la paix 1991, arrêtée pendant le putsch du 1er février, fait face à de multiples accusations, notamment de corruption. Une audience est prévue pour jeudi devant la justice. Selon un de ses avocats, Kim Mong-sao, elle devrait être brève et consacrée à des questions administratives. En attendant, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissent ce mercredi d'urgence et à huis clos. Ils doivent impérativement décider de couper les moyens financiers de la junte et renvoyer les responsables des atrocités devant la Cour pénale internationale, a tweeté Tom Andrews, le rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie.